Nous sommes enregistrés. Et puis, on veut vous proposer de couper vos micros pendant la conférence. Alors, je vais lever de temps en temps la tête parce que moi, mon diaporama est sur mon deuxième écran. Est-ce que c'est correct déjà au niveau du visuel? Pascal, ouais, du coup, c'est vous que je vois, donc vous serez ma ressource. Parfait. Donc, merci vraiment du fond du cœur d'être aussi nombreux pour cette présentation sur ce webinaire ouvert à tous sur ce que l'entretien motivationnel n'est pas. Ça fait plaisir de voir que l'EM continue de vous intéresser autant. Donc, comme l'a très bien dit Pascal, je base absolument toute cette présentation sur l'article qui s'appelle donc 10 choses que l'entretien motivationnel n'est pas, donc issu de Miller et Rolnick, un article qu'ils ont écrit en 2009 et donc qui a été publié dans ce journal. Et voilà, c'était un petit clin d'œil. Donc, on va faire comme ça un petit jeu des différences entre l'EM et d'autres concepts, d'autres approches thérapeutiques avec lesquelles des fois il y a un petit peu de confusion. Donc, pourquoi cet article? Donc, déjà, il faut savoir que l'entretien motivationnel, le tout premier article, il date de 1983. Et ensuite, ils ont vraiment cherché à peaufiner, à vraiment dessiner les contours de ce que l'entretien motivationnel pouvait être. Et pour la diffusion de l'EM, eh ben, ils ont aussi, on va dire, réuni des professionnels pour devenir formateurs au sein du MINT et compagnie, parce qu'aussi depuis, il y a eu bien sûr l'AFDEM, qui est une grosse association francophone, qui réunit beaucoup de formateurs en entretien motivationnel. Donc, il y a tout un parcours aussi pour pouvoir être dans une diffusion de l'EM au plus fidèle de ce qu'est l'entretien motivationnel. Et donc, en 2009, Miller et Rolnick ont décidé de faire une certaine mise au point parce qu'ils avaient le sentiment que progressivement, on s'éloignait finalement de l'esprit de l'entretien motivationnel. Donc, c'est cet article que je vous présente aujourd'hui. Donc, ils disent aussi très bien que le fait que les gens se réapproprient des notions de base, c'est tout à fait normal, ça fait partie du processus aussi d'intégration que de réinventer les choses un petit peu à sa sauce. Donc ça, ils en ont vraiment cette lucidité-là. Et qu'en même temps, ils disent bien qu'il faut être prudent pour ne pas dénaturer la méthode. Donc, il faut vraiment garder en tête aussi que l'entretien motivationnel est scientifiquement prouvé et se base sur des données probantes de plusieurs chercheurs, donc Amrein, Miller, Yann, Palmer, Moyers, enfin voilà, des gens en tout cas que vous allez retrouver dans les publications autour de l'entretien motivationnel. Donc, quelles sont ces 10 choses que l'EM n'est pas? Première chose, ils nous disent qu'en tout cas, l'EM n'est pas basé sur le modèle transthéorique. Donc, pour rappel, si pour vous, ce n'est pas forcément un modèle qui déjà était très connu, c'est quoi ce modèle transthéorique? C'est le modèle avec la théorie du changement selon Prochaska et Dick Clement. Donc, on voit d'ailleurs qu'ils l'ont développé en 84, donc c'est très contemporain aussi au développement de l'entretien motivationnel, et ils parlent de changement. Donc quand Dick Clement et Prochaska ont travaillé ce modèle transthéorique, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que par rapport à un désir de changement, les personnes vont passer par différentes phases qu'ils ont comme ça décrites. Donc, je les ai mis ici, donc entre la pré-contemplation, contemplation, préparation, action, maintien et rechute. Et donc, ces phases ont révolutionné aussi un petit peu la manière de voir l'accompagnement des gens par rapport au changement, parce que pour la première fois, les professionnels se disaient, ben, tiens, en fait, pour accompagner des gens dans le cadre de l'addiction, c'est à nous, professionnels, d'adapter notre manière d'être et de faire selon l'état psychologique et donc là où on est de la décision de changement du patient. Et donc, on est passé finalement un petit peu dans une pratique où avant, le professionnel allait dire à son patient, allez, il faut vous motiver maintenant hein, si vous voulez réussir. Donc, vraiment centré sur lui comme étant le problème, à une approche qui était plutôt, ben, c'est à moi de m'ajuster dans ma manière d'interagir avec le patient selon où en est le patient dans son désir de changement. Et donc, passer aussi sur ce type de questions, c'est ben, qu'est-ce qui pourrait vous aider pour trouver du sens à réaliser ce changement.
Donc, Dick Clement et Prochaska ont vraiment traduit ce changement de paradigme, que ce n'est pas forcément l'autre qui a un problème, mais c'est à nous aussi de nous ajuster à où en est la personne qui souffre. Et sur le comment faire, il n'existait pas grand-chose. Et donc, naturellement, puis en plus en étant contemporain, l'entretien motivationnel est venu répondre à ce comment faire avec son approche thérapeutique qui a donné des moyens concrets aux professionnels pour s'ajuster aux personnes qu'on accompagne. Donc, en conclusion, vis-à-vis de ce modèle transthéorique, faut savoir que ce que disent Miller et Rolnick, c'est qu'il n'est pas essentiel ni important d'expliquer toutes ces étapes de changement lorsqu'on pratique l'entretien motivationnel, et que aussi il n'est pas nécessaire de catégoriser la personne dans un stade pour pratiquer l'entretien motivationnel. Ça peut être intéressant au niveau de la culture, au niveau de la connaissance globale, mais l'EM n'est pas ce modèle transthéorique. Deuxième chose que l'entretien motivationnel n'est pas. Ce n'est pas un moyen de pousser les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas. On n'est pas là du tout, comme mon illustration le montre, pour forcer vraiment la personne à aller dans une direction ou là où elle n'a pas envie d'aller. Donc, j'ai noté, donc j'ai un rêve, celui d'apprendre un truc pour que les gens fassent enfin ce qui est bon pour eux. Puis bien sûr, ce qui est bon pour eux, c'est moi tout seul qui le décide. Donc, vraiment, ça, c'est malheureusement un peu un rêve qui s'effondre pour les professionnels qui se forment à l'entretien motivationnel. C'est de se rendre compte qu'en fait, on n'est pas là pour dicter ou manipuler ou orienter l'autre. Enfin, en tout cas, on n'est pas là pour lui dire ce qu'il doit faire pour changer. Donc, avec cette deuxième idée, donc qu'est-ce qu'est l'entretien motivationnel? Ça commence avec deux hypothèses fondatrices, c'est que la personne, elle a tout en elle pour changer et que à nous professionnels de respecter son autonomie. Et on verra son autonomie, ça va dans son autonomie de réfléchir, son autonomie d'agir, son autonomie de décider. Donc, on est vraiment centré sur c'est la personne qui a tout en elle et c'est à nous de lui permettre de révéler ce qui existe déjà en elle. Donc, pour ça, il faut avant tout que la personne elle ait quand même un petit peu une envie de changer. Et si elle n'en est pas du tout là-dedans, on ne va pas entamer de l'entretien motivationnel. S'il n'y a pas un désir de changement, il n'y a pas de haine. Et puis, il faut vraiment rester centré sur son intérêt à elle avant tout. Et ce que disent Miller et Rolnick, c'est que ce n'est pas une potion magique, l'entretien motivationnel. Et surtout, on ne va pas dire, je vais faire de l'EM sur un tel ou je vais lui faire à lui de l'entretien motivationnel. Parce qu'avant tout, c'est une approche centrée sur la personne, donc on est avec la personne. Puis on va faire pour centrer sur elle ce qu'elle désire. Donc il y a vraiment une éthique très fondatrice de l'entretien motivationnel qui met en avant cette valeur qui est l'altruisme, c'est-à-dire on est centré sur ce que veut la personne et puis son bien-être, et pas sur nos propres intérêts, par exemple, à l'inverse. Troisième chose que l'entretien motivationnel n'est pas, ce n'est pas une technique. En tout cas, ça serait très réducteur de le présenter ainsi. Ça pourrait peut-être sécuriser certains d'avoir une procédure, un protocole ou un guide d'entretien qu'on n'aurait plus qu'à suivre minutieusement pour être sûr de faire de l'entretien motivationnel. Mais ce n'est pas ça l'EM. Parce que déjà, avant tout, c'est incarner un esprit. Et donc, incarner un esprit, ce n'est pas juste appliquer une technique ou appliquer une série de questions. Et donc, j'ai mis en métaphore, c'est un peu comme si on avait un gâteau au chocolat, mais sans chocolat, quoi. Si on aurait juste une technique, ça serait vraiment dénué de sens. Et donc ça, Miller et Rolnick insiste aussi beaucoup sur le fait qu'au-delà d'une simple technique, même s'il y a beaucoup de techniques, il y a ces compétences complexes qu'il faut acquérir par le biais de la pratique. Et aussi, on est là pour être dans ce guidage qui vise à renforcer la motivation intrinsèque au changement. Donc déjà, de sûr, c'est une adhésion aussi à l'esprit, cet esprit qui affirme qu'on est là pour aider à être soutenant du pouvoir d'agir de nos bénéficiaires, de notre interlocuteur. Donc, comprendre l'esprit, y adhérer, puis aussi manifester à travers notre échange, notre entretien, l'esprit de l'entretien motivationnel. Donc, pour ceux peut-être qui ne connaissent pas l'esprit, voilà une présentation des piliers, des 4 piliers de l'esprit de l'entretien motivationnel. Donc, en premier, il y a le partenariat.
Donc, le partenariat, c'est cette collaboration, on pourrait dire un peu d'égal à égal. On est ensemble, partenaires, on va ensemble échanger et discuter. Il n'y a pas une asymétrie entre celui qui sait et celui qui doit changer. Donc, on est beaucoup plus dans quelque chose de l'ordre, on dit aussi de la danse, mais en tout cas de la collaboration. Ensuite, le deuxième pilier par rapport à l'esprit, c'est l'acceptation. En tant que professionnel, vraiment, on est dans l'acceptation de l'autre. Alors, ils disent non-jugement. Ceux qui me connaissent sachent que j'aime bien utiliser plutôt la suspension du jugement parce que pour moi, ça reste ajusté, enfin juste de dire suspension. OK, il y a peut-être des jugements qui nous arrivent, mais c'est vraiment pas ça qui est à manifester. C'est tout le contraire. C'est de prendre la personne telle qu'elle est et dans cette entièreté. Et donc, l'acceptation aussi, c'est accepter que la personne va réfléchir par elle-même, va être autonome dans sa démarche et dans sa réflexion. Et puis pour ça, on va s'appuyer sur ses propres valeurs à la personne. On va aussi essayer de la tirer vers le haut, de la valoriser dans ce qu'elle nous partage, dans ce qu'elle a fait, dans ses expériences. Et puis, on va être aussi dans l'empathie. Donc, l'empathie, c'est vraiment chercher à comprendre ce que la personne pense et vit et lui manifester cette empathie, on verra aussi à travers nos interventions. Voilà pour le deuxième pilier. Le troisième, je l'ai déjà dit, c'est l'altruisme, c'est-à-dire qu'on est vraiment là pour le bien de l'autre et pas pour nos propres intérêts. Ça, c'est aussi central dans l'esprit de l'entretien motivationnel. Et donc, je l'ai déjà dit, donc je ne vais pas reparler de ça. Et l'empowerment, le quatrième pilier, donc on pourrait traduire ça en favoriser le pouvoir d'agir de la personne. Et donc, si on veut favoriser son pouvoir d'agir, c'est aussi favoriser son pouvoir à réfléchir. Donc, on va lui donner plusieurs opportunités pour analyser, réfléchir et puis cheminer aussi dans son désir de changement. Voilà un petit peu ces 4 piliers qui donc sont cette incarnation de l'esprit quand on fait de l'entretien motivationnel. Et puis, ce n'est pas non plus un protocole ou une technique parce qu'il nous faut rester flexible à la personne et toujours s'adapter d'après là où elle en est, d'après ce qu'elle dit. Donc, si on avait une trame de questions, on suivrait la question A, B, C, D, et puis on n'aurait pas cette flexibilité-là. Alors que ce qui est essentiel, c'est qu'on reste dans un rapport humain, et donc tout peut arriver. Donc, on va essayer de vraiment être dans cette flexibilité. Est-ce que ça va pour la vitesse ? Pascal? Ouais, ça a l'air. OK. Merci. Alors, quatrième chose. Pardon, je disais oui, moi ça va très bien, je n'ai pas mon micro, pardon. OK, merci. Donc, quatrième chose que l'entretien motivationnel n'est pas, et ça, malheureusement, on l'entend encore beaucoup, on confond la balance décisionnelle et l'EM, mais ce n'est pas la balance décisionnelle. Donc, pour comprendre pourquoi ça ne l'est pas, je vais essayer de vous réexpliquer c'est quoi la balance décisionnelle. Donc déjà, ça a été décrit en premier par Franklin, puis ensuite codifié et puis structuré par Janice Eman en 1977. Donc on voit que c'est toujours des dates très proches du développement de l'entretien motivationnel. Et donc, la balance décisionnelle, elle va consister à explorer de manière approfondie l'ambivalence de la personne. L'ambivalence de la personne, c'est un peu comme si on avait une balance en face de nous avec un côté d'elle qui dit oui, j'ai envie de changer, puis un côté d'elle qui dit non, je ne sais pas vraiment si c'est le moment, je ne sais pas si j'en serais capable. Voilà. Donc, c'est quand une personne a autant d'arguments finalement en faveur de son changement qu'en faveur du statu quo ou en défaveur du changement, ce qui revient au même. Donc, la balance décisionnelle, elle va aller explorer autant un pôle que l'autre pôle. Et puis, elle est vraiment adaptée et ajustée pour des professionnels qui voudraient éviter, par exemple, de faire pencher la décision d'un côté ou de l'autre. Comme ça, on reste neutre, on fait autant les pour que les contre. Et puis, ça peut aussi être très utile pour permettre à une personne d'y voir plus clair de là où elle en est, de son dilemme. Et pour le coup, la balance décisionnelle, c'est une technique, c'est très cadré. C'est tellement cadré que, voilà, moi, la représentation que je vous en fais, c'était ce petit tableau pour essayer d'être au plus simple de ce qu'est la balance décisionnelle. C'est-à-dire, sur quelqu'un qui serait par rapport au tabac dans cette ambivalence entre est-ce que je continue à fumer ou est-ce que je m'arrête à fumer, le professionnel va poser des questions pour que la personne puisse remplir chaque côté de cette balance décisionnelle. Donc, autant les inconvénients de continuer à fumer que les avantages à continuer à fumer. Puis, elle va aussi explorer les inconvénients d'arrêter de fumer et les avantages à arrêter de fumer. Ça, c'est la balance décisionnelle.
Alors, pourquoi ce n'est pas de l'EM? Parce que l'EM se base sur la recherche et cherche vraiment à augmenter le discours changement de la personne. Parce que les recherches ont montré que de plus en plus je vais parler du changement, de plus en plus la personne aura de chances de changer. Donc, de plus en plus, je vais l'inviter à parler favorablement et à parler de son changement de manière positive et que ce soit réalisable. De plus en plus, je vais l'aider à se sentir penché de ce côté, de dire, bah ouais, peut-être que finalement, je pourrais changer. Donc, vu que l'EM se base là-dessus, on voit bien que la balance décisionnelle, elle fait tout le contraire, vu qu'on ne fait pas de distinction et on va surtout chercher de manière volontaire à faire autant exprimer la personne d'un côté que de l'autre. Donc, c'est le deuxième point où chaque changement… Et puis, donc, l'autre chose aussi, c'est qu'ils ont remarqué que de faire la balance décisionnelle, il peut y avoir un écueil qui est que chaque argument contre annule l'argument pour. Donc, au bout du compte, en fait, la personne a un petit peu de difficulté à savoir qu'est-ce que vraiment elle a envie de faire, juste avec cette balance décisionnelle. Donc là, en tout cas, c'est une technique et puis le M va au-delà de ces questions à poser. Voilà, pour donc ce quatrième point, donc l'entretien motivationnel n'est pas une balance décisionnelle pour toutes ces raisons. Alors, le cinquième, c'est que l'EM n'est pas un feedback évaluatif. Alors, pourquoi Miller et Rolnick ont écrit ça, encore une fois? Tout simplement parce qu'à l'époque, en tout cas en 93, il y a eu une grosse étude de menée, le projet qui s'appelait Match. Alors là, j'ai fait un clin d'œil avec mes images, mais voilà, bref. Donc, ce projet Match, il consistait en quoi? Eh bien, l'objectif, c'était de comparer différentes approches par rapport à la dépendance à l'alcool. Et donc, ils ont pris 3 traitements, les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales, les thérapies de facilitation et les thérapies brèves. Et donc, leur méthode par rapport à ce projet, c'était de faire 12 séances réparties sur 12 semaines où ils ont comparé finalement avec ces approches et la pratique de l'entretien motivationnel. Sauf que l'EM fait partie des thérapies brèves et qu'il y avait 4 séances en fait sur 12 semaines. Donc, ce n'était pas très comparable. Donc, pour tendre quand même à quelque chose de plus comparable, ils ont dans leur protocole de recherche ajouté des séances, dont une séance où le professionnel dédié à la séance à faire un retour, une genre de synthèse, un bilan au patient sur tous les résultats qu'il avait récoltés pendant l'évaluation initiale. Donc, c'est une séance qui a été ajoutée pour coller un peu plus au protocole et donc au nombre de séances. Et pour certains, en fait, ils ont amalgamé en pensant, c'est ça de l'EM, c'est de faire ce genre d'entretien dédié à donner du feedback aux patients. Donc, dû à cette confusion, Miller et Rolnick ont vraiment souhaité redéfinir que l'EM n'est pas un feedback évaluatif. Et voilà l'explication de la confusion. Sixième chose que l'EM n'est pas. Je regarde mon chrono, 27. Bon. L'EM n'est pas une forme de TCC, donc de thérapie cognitivo-comportementale. Pourquoi ils disent ça? Alors, on va replonger cette fois dans les TCC, qui consiste à fournir au patient une chose qui lui fait défaut. Et c'est ça qui fait qu'il a du mal dans son quotidien. Alors, qu'est-ce qui peut faire défaut? Ça peut être une capacité d'adaptation, un contre-conditionnement qu'il a acquis dans son évolution. Et donc aussi, ça pourrait demander une restructuration cognitive pour que ce soit plus adapté à sa vie et le rendre plus adaptatif. Et donc, le professionnel, il va s'appuyer sur son expertise technique, sur ses connaissances aussi sur les principes d'apprentissage pour accompagner ses patients. Donc, le schéma, c'est vraiment la base de cette approche TCC, c'est qu'il y a une situation. Face à cette situation, la personne va avoir des pensées automatiques, mais aussi des émotions, parce que cette situation va générer des émotions. Et tout ça va donner un comportement. Et donc, on va regarder où est-ce qu'il faut travailler avec la personne pour essayer, parce que le comportement, s'il n'est pas positif, pour lui permettre d'être mieux dans sa vie. Alors que l'EM, donc ce n'est pas tout à fait ce qu'on vient de voir par rapport au TCC, puisqu'en EM, il ne s'agit pas justement d'installer quoi que ce soit, mais plutôt de susciter chez les gens ce qu'ils ont déjà. Donc, on ne part pas avec l'idée en tête qu'ils ont une carence quelque part ou ils ont quelque chose qu'il va falloir corriger. On part plutôt sur
ils ont déjà tout en eux et nous, on a la confiance qu'il va falloir faire émerger simplement ça. Donc, on va passer d'une communication où l'expert suppose que la personne a besoin de quelque chose à quelque chose qui va plutôt être vous avez ce dont vous avez besoin et ensemble, nous allons le trouver. Donc, je suis un peu, je me répète, désolée. Donc, le professionnel n'est pas là pour corriger les croyances erronées. Il est plutôt là pour écouter les émotions sur la base humaniste aussi issue de Carl Rogers, tout ce qu'avait décrit Carl Rogers. Pourquoi aussi il y a eu cette confusion? En tout cas, Miller a souhaité réexpliquer aussi de là où il venait, c'est qu'il il est issu d'une formation TCC. Ça, c'est sa formation de départ. Et puis, il a aussi suivi la méthode, on va dire, des conseils centrés sur le patient qu'avait développé Carl Rogers. Donc, c'est vrai qu'il est au départ riche de ça, même si après, avec l'EM, il va évoluer dans autre chose. Donc, en tout cas, pour certains, peut-être ça a été confusionnant en disant, Miller, il est issu des TCC, donc l'EM, c'est une branche au TCC. Voilà, il y a eu un petit peu cet amalgame de fait. Et puis, il faut savoir aussi, ça peut être intéressant aussi pour bien comprendre comment se développe l'EM, c'est que Miller, il est formé à ce qu'on appelle l'empirisme pragmatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il croit aux données et aux résultats de la recherche. Il part vraiment de sa pratique un peu inconsciente, qui va être un peu moulinée au regard de la recherche, pour prendre conscience de ce qu'il fait. Et c'est à partir des données probantes de la recherche qu'il va modéliser de manière théorique l'entretien motivationnel. Donc, il est vraiment prêt à se remettre en cause et puis à utiliser plutôt ce que la recherche prouve, plutôt que lui, ce qu'il aurait pu penser au départ. Septième chose, l'entretien motivationnel, ce n'est pas seulement un conseil centré sur la personne. Donc, comme on vient de le voir, bien sûr, il est issu de cette école de Carl Rogers, qui a décrit donc, ce qu'on a nommé les conditions critiques du changement en 1959. Et Carl Rogers, il se centre vraiment sur le sentiment de la personne, que ce soit ce que la personne exprime ou ce qui est en train de se jouer dans l'entretien en direct. Et puis, dans ces entretiens, Carl Rogers dit aussi clairement que le temps de parole s'inverse, c'est-à-dire il y a plus de temps de parole pour la personne qui est en entretien que pour le professionnel. Et ça, finalement, on peut dire que l'entretien motivationnel a gardé cette idée-là. Simplement, elle a fait évoluer les choses par rapport à cette approche purement centrée sur la personne. Donc, en EM, le professionnel, il va quand même être là pour orienter l'échange consciemment vers un but. Et le but, c'est le changement que la personne a décidé d'entreprendre. Donc, c'est un échange, on va dire, vers une direction intentionnelle vers le changement. Puisqu'on a, nous, en ligne de mire, le discours changement qu'on va essayer de faire gonfler, d'augmenter pour la personne. Et puis, on va dire là où ça s'éloigne aussi de Carl Rogers, c'est qu'on ne laisse pas juste des personnes parler. Il ne suffit pas juste de faire une question ouverte pour dire qu'on fait de l'entretien motivationnel. Bien sûr, c'est un bon début, puisque la personne va pouvoir investir une réponse beaucoup plus personnalisée. Mais là où on va aller plus loin, c'est que quand on va offrir à la personne cette écoute, eh bien, on va aussi écouter pour modérer son discours maintien et stimuler son discours changement. Donc, si je prends la métaphore de la musique, c'est un petit peu comme si on écoutait notre morceau de musique depuis longtemps, on entend tout son ensemble, c'est très joli, c'est harmonieux, et puis qu'on s'arrêterait là. Sauf qu'un jour, on vous dit que, par exemple, les aigus, ça met de mauvais poils, et puis les graves, par contre, ça adoucit les mœurs. Et du coup, dans notre écoute de cette musique, on va dire, oh là là, il y a de l'aigu, je vais essayer de modérer cet aigu. Et puis, mais il y a des graves aussi, je vais essayer de lui faire parler encore plus de ces graves. Donc, on va vraiment avoir une écoute affinée de ce que dit la personne. Donc, en résumé, les conditions critiques de changement qui ont été écrites et décrites par Rogers, elles sont pour beaucoup similaires à l'état d'esprit de l'entretien motivationnel. Et en même temps, on voit que l'entretien motivationnel va faire évoluer l'échange d'un simple conseil centré sur la personne à quelque chose où le professionnel va vraiment être attentif au fond aussi à ce que dit la personne pour, voilà, je ne vais pas me répéter ce que je viens de dire, mais voilà, en tout cas, favoriser la production du discours changement. Huitième chose que cet article nous dit, c'est que l'entretien motivationnel n'est pas facile. Pourquoi il dit ça?
Il dit ça tout simplement parce que quand on lit ou quand on nous décrit un peu les concepts de l'entretien motivationnel, on peut dire, bon, ouais, il y a l'esprit, il y a les outils, il y a les processus, ça paraît finalement assez simple, assez clair. Donc, la compréhension nous est plutôt facile. Sauf que ça ne suffit pas pour pratiquer. Donc, on peut assez facilement en comprendre la théorie et les principes, mais on sait que pour la pratique, il ne suffit pas de comprendre. C'est comme le ski ou le vélo. Je pourrais avoir un moniteur de ski qui me décrit autour d'une table, il me dit comment mettre mes skis, il me dit comment descendre ma piste, comment prendre mes virages. J'aurais tout pigé parce que ce n'est pas très compliqué à comprendre, mais ce n'est pas pour autant que si demain je descends ma piste de ski, je saurais le faire. Donc, malheureusement, c'est un peu l'écueil du positif, c'est que c'est facile à comprendre, l'entretien motivationnel au niveau théorique, et en même temps, c'est vraiment pas facile à mettre en œuvre. Donc, pour maîtriser l'EM, c'est un vrai apprentissage. Et donc, souvent, si on regarde l'expert pratiquer l'EM, on voit une conversation fluide, on dirait que ça paraît simple. Alors, ceux qui me connaissent aussi, je suis un peu gymnaste, donc c'est un peu comme regarder un sportif de haut niveau, on le voit faire, on se dit, oh, mais ça a l'air tellement facile, il le fait sans trop de problèmes. Et en même temps, cette fluidité lui a valu tout un processus d'apprentissage, et notamment avec un tiers. Donc, et ça, les études aussi, les recherches qu'ont menées Miller et Roenick et puis d'autres l'ont prouvé, c'est que si vous voulez pratiquer l'EM, déjà, il va falloir s'entraîner plusieurs fois. Ils ont aussi montré qu'une simple conférence, un atelier ou une formation d'un jour, ça ne suffit pas. On peut en comprendre les principes, mais ça ne suffira pas à la pratique, ni même à l'acquisition des compétences, ni même à gagner l'aisance de la pratique. Et que, donc c'est ce que la recherche a montré, c'est que vraiment ce qui est bénéfique, c'est d'avoir des espaces de pratique accompagnés, si possible, par un expert qui va vous offrir de la rétroaction au fil des expériences. Et ça, c'est vraiment, je trouve, l'idée de cette parade-là en gymnastique, c'est si je ne me fais pas parer, si après on ne débriefe pas de ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que là, ça ne l'a pas fait, qu'est-ce qu'il faut que je change, je vais avoir du mal à avoir de la conscience dans ce que je vais devoir ajuster. Voilà. 9e point, l'EM n'est pas ce que vous faites déjà. Pourquoi est-ce qu'ils ont tenu à dire ça? Parce qu'ils entendaient souvent des professionnels dire « Ah, mais c'est ce que je fais déjà » ou à dire « Bien sûr, moi je motive mes patients ». Donc, à force d'entendre ces commentaires, ça les a un petit peu interrogés, Miller et Roenick, et ils se sont dit est-ce que vraiment c'est possible que des gens le fassent sans l'avoir appris, sans l'avoir clairement défini? Et malheureusement, en tout cas, les recherches aussi là ne sont pas vraiment en notre faveur parce que ça montre malheureusement des corrélations quasi nulles entre les compétences que je pense percevoir de moi en matière d'écoute ou de pratique d'EM et les compétences réellement observées par un tiers. Donc, même si ça pourrait ressembler par certains points, et ça ressemble certainement à ce que j'aimerais me voir faire, pour autant, l'entretien motivationnel va avoir beaucoup d'exigences. Et donc, notamment, ce mélange, c'est des compétences, c'est un mélange assez flexible, effectivement, d'information, de demande et d'écoute. Tout ça, on va dire, moi, je le fais déjà, d'informer mes patients, d'informer mes interlocuteurs, de leur poser des questions, de les écouter. Donc ça, souvent, on dit, oui, on le fait comme un parent le ferait avec son enfant ou comme un enseignant le ferait avec ses élèves. Donc, c'est assez familier comme manière de visualiser ou de se projeter dans cette relation d'aide. Et en même temps, ça c'est un bon début, mais l'EM exige d'utiliser une écoute très particulière, l'écoute réflexive, et des questions ciblées aussi pour guider la personne à résoudre son ambivalence, à avancer, à cheminer et donc à produire ce discours changement pour potentiellement lui permettre d'avoir un changement véritable de ses comportements. Voilà, et donc le 10e et dernier point de cet article, c'est que l'EM n'est pas une panacée. Alors, pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils mettent aussi cette nuance, c'est que ce n'est pas non plus une approche qui est là pour résoudre tout. Bien entendu, il n'y a pas que l'EM qui existe, et puis l'EM n'est pas forcément ajusté pour toutes les situations. Donc, ce n'est pas non plus une approche globale du traitement. C'est-à-dire qu'il y aura certainement d'autres choses à ajouter, à mixer avec l'entretien motivationnel. Donc, qu'est-ce que l'entretien motivationnel?
C'est un outil particulier pour aborder un problème spécifique. Donc ça, j'ai noté texto ce qu'ils disent dans leur article. Ce qu'ils veulent dire par là, c'est qu'effectivement, c'est très spécifique et en même temps, c'est vraiment quand il y a un désir de changement. Si déjà dans un entretien, il n'y a pas du tout le sujet de changement, vous pouvez vous dire qu'il n'y aura pas de l'EM. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas incarner l'état d'esprit dans lequel l'EM décrit un petit peu la relation d'aide. Donc, il peut y avoir certains ingrédients, mais pas l'EM dans sa globalité. Et puis, ils disent aussi que l'EM n'est pas adapté tout le temps ou à tous. Donc, ils ont noté 3 exemples dans l'article. Par exemple, si la personne elle est déjà prête à changer, ce n'est pas la peine de refaire tous les processus de l'entretien motivationnel. Autre cas de figure, si elle n'est pas en ce moment dans une démarche ou un besoin de changement, voilà, ce n'est pas la peine non plus de sortir l'entretien motivationnel. Et puis, dernier point qu'il cite, c'est surtout que si là, ce qui est amené par la personne, c'est un choix de vie, un choix d'orientation de vie, ce n'est pas à nous de faire balancer la balance d'un côté. Donc, ça lui appartient à elle. Et peut-être que là, j'ai envie de dire, peut-être la balance décisionnelle pourrait être ajustée et pas le M pour rester ouvert à ce que la personne veuille vraiment choisir pour elle. Voilà les 3, en tout cas, cas de figure que l'article nous propose. Donc, ce qu'ils disent aussi, c'est faire sans eux-mêmes, ça paraît peu judicieux, parce que c'est quand même un ensemble de choses qui nous aident à être plus congruents, en tout cas, entre notre intention d'aider l'autre et l'aider vraiment. Et qu'ils rappellent aussi que c'est une intervention brève, et donc, voilà, on ne va pas faire 15 séances d'entretien motivationnel, par exemple. Ça, ils disent que ça n'aurait aucun sens. Et que, vu que c'est une intervention brève aussi, elle peut se combiner avec d'autres approches. La définition qu'ils notent dans cet article, en tout cas, c'est que l'EM est une forme d'orientation collaborative centrée sur la personne, visant à susciter et à renforcer la motivation pour le changement. Voilà. Après, dans leur ouvrage, il y a d'autres définitions, mais celle-là, c'est celle de l'article. Et puis, il termine sur une discussion un petit peu ouverte comme ça, en disant que, en tout cas, l'entretien motivationnel, c'est vraiment une méthode vivante et évolutive. Ça veut dire quoi? C'est que ça continue à évoluer aujourd'hui, parce qu'il s'ajuste continuellement vis-à-vis des expériences cliniques et de la recherche. Donc, c'est tout à leur honneur, parce que ça demande toujours à être remanié et à se mettre à jour. Et c'est essentiel de se mettre à jour pour nous dans notre pratique. Si vous êtes formé il y a 15 ans, par exemple, les choses ont vraiment évolué depuis 15 ans. Donc, cette mise à jour est vraiment importante. Puis aussi une mise à jour pour les formations. Et donc, pour nous aussi, en qualité de formateur, c'est important de se mettre à jour. Donc, j'ai mis entre parenthèses, par exemple, des choses qui ont clairement évolué. Si vous entendez quelqu'un parler de résistance, c'est qu'il a encore l'ancienne version d'il y a 15 ans, 20 ans en entretien motivationnel. Ça, ils ont enlevé cette sémantique-là de leur vocabulaire pour être plutôt vers ce qu'ils nomment la discordance, parce que la résistance donnait une connotation que ça, en gros, c'est le patient ou c'est la personne qu'on essaye d'aider qui résisterait. Alors, et donc, ça serait lui faire porter cette responsabilité, ce qui était complètement inverse à l'esprit. Alors que la discordance, ça montre bien qu'entre vous et moi, ça discorde un peu. Donc, on a chacun notre part là, à faire pour essayer de changer un petit peu cette discordance pour être plus collaboratif. Voilà, bon, les autres, je ne vais pas les citer. On verra si ça pose question pendant le temps d'échange. Ils ont aussi rappelé qu'ils n'ont pas mis de licence, par exemple, par rapport à l'entretien motivationnel. Et pourquoi ils n'ont pas mis une licence? Parce qu'ils avaient envie que les formateurs continuent de travailler ensemble et soient vraiment avec cette générosité du partage continu. Alors que si on commence à déposer un brevet ou une licence, on va être fait dans la protection des données, des idées, on ne va pas vouloir dire. Donc ça, ils trouvaient ça complètement inverse avec cette idée que c'est quelque chose de vivant et d'évolutif, le M. Donc il faut continuer de regarder ce qui se passe dans notre pratique, continuer d'évoluer par rapport à ce qui s'y passe, puis il y a surtout de baser ce qu'on se dit par rapport à la recherche. Et le fait qu'il n'y ait pas de licence, il y a un peu un revers de médaille, c'est qu'il n'y a non plus du coup pas de contrôle qualité sur la pratique en formation, au risque d'une certaine déformation ou de s'éloigner de l'émetteur. Donc là aussi, c'est un peu l'idée d'être attentif quand vous avez aussi un formateur ou un orateur, de voir aussi par rapport à ça fait combien de temps qu'il a mis à jour ses dernières données, ou ça fait combien de temps qu'il a suivi lui-même sa formation, ou comment il met à jour aussi sa pratique pédagogique. Donc, ça, c'était le 3e point. Et puis, donc, certaines recherches aussi, ce qu'ils notent, c'est que
les recherches incluent forcément des professionnels qui vont étudier dans leur pratique et qu'il y a des recherches qui sont plus ou moins probantes parce qu'aussi la pratique était approximative. Donc, ils disent, voilà, si vous faites de la recherche en EM, génial, et en même temps, veillez à ce que la pratique qui est étudiée soit au plus proche de ce qu'est l'EM avec précision et rigueur. Voilà. Donc, pour conclure, l'EM est en constante évolution, je crois que vous l'aurez compris. Pour pratiquer et s'évaluer, il existe des moyens. Donc, chez Calafdem, en tout cas, nous, on propose de l'intervision pour les professionnels qui se forment avec nous. Donc, c'est vraiment des temps de rencontre et de mise en pratique de l'entretien motivationnel entre pairs et donc d'évaluation entre pairs pour pouvoir bénéficier vraiment de la vie de chacun, de la pratique de chacun. Et puis aussi la supervision, c'est plutôt une évaluation avec un expert de l'EM qui va vous permettre aussi de mettre le doigt, d'avoir cette fameuse rétroaction essentielle si on veut évoluer dans notre pratique et d'être au plus juste vers ce quoi vers on tend. Donc, pour se former, en tout cas, l'AFDEM est partout en France au niveau des sessions. Donc, ça, c'est aussi notre force, c'est qu'on a un réseau non seulement de cliniciens, mais aussi de professionnels qui pratiquent l'EM, parce que c'est aussi dans le milieu pénitentiaire, c'est pas que dans la santé, mais aussi, je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc, en tout cas, voilà, on a cette force du réseau. Donc, on peut former aussi un petit peu partout en France. Et puis aussi le fait de se mettre à jour, puisqu'on est ainsi un réseau associatif à but non lucratif, dans l'idée que les formateurs puissent continuer dans cet échange. Aujourd'hui, donc, on en a un peu plus de 40 actifs au sein de l'AFDEM, et voilà, on est vraiment tous dans cet échange collaboratif et dans cette recherche toujours de la qualité et, j'ai envie de dire, de l'excellence, peut-être que le mot est fort, mais en tout cas de la qualité assurément et de la mise à jour. Voilà, 46, j'ai été à peine plus longue que ce que j'avais chronométré. En tout cas, j'arrive au bout de ma présentation et je vous propose qu'on passe à une discussion et des échanges ouverts entre tous. Et merci, j'espère que ça a été pour vous. Merci beaucoup, Glory, de ces illustrations de ces 10 choses que l'entretien motivationnel n'est pas.